Bien le bonjour. Dans une vidéo précédente, je t'ai présenté les différentes propriétés de l'optique géométrique. Et je t'ai expliqué qu'aux alentours du XVIIe siècle, on a tenté d'expliquer l'origine de ces différentes propriétés. Pour ce faire, on a dû se poser la question de savoir ce qu'était la lumière, et deux modèles ont alors émergé. Le premier modèle, c'est le modèle ondulatoire, donc ce modèle-là stipule que la lumière serait une onde. Le deuxième modèle, c'est le modèle corpusculaire qui stipule que la lumière serait un corpuscule. Dans cette vidéo, je te propose d'approfondir cette thématique et donc d'étudier les deux modèles de la lumière, l'idée étant de pouvoir définir la nature profonde de la lumière, donc dire ce qu'est la lumière. Je te propose de démarrer sans tarder et de commencer avec le modèle ondulatoire. Et ce modèle ondulatoire, pour voir s'il est valide, on va le confronter aux différentes propriétés de l'optique géométrique. C'est-à-dire que je vais regarder si ce modèle permet d'expliquer les 5 propriétés de l'optique géométrique que je t'ai présentées dans une vidéo précédente. Pour rappel, ces 5 propriétés, ce sont les suivantes. Donc la première, c'est le fait que la lumière transporte de l'énergie. Donc on a un transport d'énergie quand on a de la lumière qui se propage. Deuxième propriété, c'est le fait que la lumière se propage en ligne droite, donc on a une propagation rectiligne de la lumière. Troisième phénomène, c'est celui de la réflexion, donc le fait que la lumière se réfléchit. Quatrième phénomène, c'est la réfraction de la lumière. Et cinquième phénomène, c'est celui de la décomposition chromatique de la lumière. Et donc ça, je te rappelle que ça signifie que si je fais passer de la lumière blanche dans un prisme, cette lumière blanche se décompose dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors on va prendre ces 5 propriétés une à une et voir si ces propriétés sont vérifiées par le modèle ondulatoire. Donc autrement dit, est-ce que si on considère une onde, est-ce qu'une onde rencontre ces 5 propriétés? Alors, première propriété, c'est le transport d'énergie. Je vais reprendre ici la définition d'une onde. Et en fait, une onde, on peut la définir comme ceci. C'est un transfert d'énergie qui se produit par la propagation de proche en proche d'un signal dans un milieu. Et donc tu vois ici que dans la définition même de l'onde, on nous dit qu'une onde, c'est un transfert d'énergie. Donc on a bien transport d'énergie lorsqu'on a une onde qui se propage. Donc à ce titre-là, le modèle ondulatoire permet d'expliquer cette propriété de l'optique géométrique. Attaquons directement la deuxième propriété. Donc c'est celle de la ligne droite. On sait que dans un milieu homogène, les ondes se propagent en ligne droite. Donc à nouveau, le modèle ondulatoire semble correspondre aux propriétés de l'optique géométrique. Il faut toutefois rajouter une petite exception puisque tu sais que des ondes peuvent être déviées lorsqu'elles rencontrent un obstacle. Et ce phénomène, c'est celui de la diffraction. Alors je ne vais pas expliquer en détail ce qu'est la diffraction ici, mais je te renvoie à l'une de mes vidéos qui présente la diffraction dans les ondes en 2 dimensions. Et donc, lorsqu'on a un obstacle, une onde peut être diffractée, c'est-à-dire qu'elle va être déviée et en fait contourner cet obstacle. Du coup, cette diffraction dans la vie de tous les jours, on ne l'observe pas vraiment au niveau de la lumière. Ce n'est pas un phénomène que tu es capable d'observer comme ça dans la vie de tous les jours. On ne se rend pas compte que la lumière contourne des obstacles. Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais a priori, c'est pas un phénomène qui est vraiment remarquable et qu'on peut observer de manière très claire dans la vie de tous les jours. Donc on pourrait se dire, le modèle ondulatoire n'est pas valable parce que au niveau de la lumière, on n'observe pas de diffraction dans la vie de tous les jours. Non, en fait, ici, ça nous permet simplement de rajouter une petite condition sur la lumière et plus particulièrement sur la longueur d'onde. En effet, tu sais que la diffraction peut s'observer à partir du moment où des ondes ont une longueur d'onde plus grande que les obstacles qu'ils rencontrent. Et donc le fait que la diffraction ne s'observe pas vraiment dans la vie de tous les jours, dans notre expérience quotidienne, nous permet de dire que si la lumière est une onde, sa longueur d'onde doit être bien plus petite que celle des obstacles qu'on rencontre au quotidien. Alors les obstacles qu'on rencontre au quotidien, c'est tous les obstacles de la vie de tous les jours, c'est des objets, quels qu'ils soient. Et donc ça nous permet de dire que la longueur d'onde de la lumière devrait vraiment être en fait très très petite, puisqu'on n'observe pas qu'elle peut contourner par exemple un bic, un arbre, un lampadaire ou que sais-je. Voilà, donc ici, la propagation en ligne droite de la lumière, on peut l'expliquer grâce au modèle ondulatoire, mais on doit du coup se dire que la longueur d'onde de la lumière devrait être extrêmement petite. Intéressons-nous maintenant à la troisième propriété de l'optique géométrique. Il s'agit donc de la réflexion. Et je ne vais pas ici beaucoup développer les choses puisque, en fait, au niveau des ondes, j'ai déjà produit une vidéo qui présente la réflexion des ondes. Donc si tu n'es pas familier avec ce sujet, je t'invite à aller consulter cette vidéo.
Et j'y explique notamment que les ondes se réfléchissent selon la loi I est égal à R. Donc l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Et donc cette loi mathématique, elle correspond exactement à ce qu'on observe au niveau de la réflexion de la lumière. Et donc le modèle ondulatoire est tout à fait en mesure d'expliquer ce phénomène de réflexion de la lumière. Et donc ici, de nouveau, on a une propriété qui semble bien correspondre et qui nous permet pour l'instant de dire que, oui, on peut dire que la lumière pourrait être une onde. Du coup, quatrième propriété, celle de la réfraction. Alors c'est la même chose, en fait, j'ai produit une vidéo sur le thème de la réfraction des ondes et dans cette vidéo, j'ai montré que le sinus de l'angle d'incidence divisé par le sinus de l'angle de réfraction est égal à V1 sur V2, où V1 est la vitesse de propagation de l'onde dans un premier milieu et V2 est la vitesse de propagation de l'onde dans un deuxième milieu. Et donc cette loi ici de la réfraction, elle prend une forme qui est assez similaire à ce qu'on a pu observer dans les propriétés de l'optique géométrique, puisqu'on retrouve bien sinus I sur sinus R. La seule chose, c'est qu'au niveau du membre de droite, dans la vidéo sur l'optique géométrique, je n'avais pas écrit V1 sur V2, mais j'avais écrit en fait N indice 2/1. Et donc, ce qu'il faut constater ici, c'est qu'en fait, le V1 sur V2, ça correspond à ce qu'on avait trouvé au niveau de l'optique géométrique, à savoir l'indice de réfraction. Et donc, en fait, V1 sur V2, je peux dire que ça correspond à N indice 2/1. Et donc, simplement, en fait, cet indice de réfraction, ce que je peux voir ici, c'est que selon le modèle ondulatoire, il dépend de la vitesse de propagation dans le milieu 1 et dans le milieu 2. Voilà. Et donc le terme n ici, le symbole n qu'on a utilisé, c'est un terme un peu opaque qui nous dit voilà, on a un facteur, mais on ne sait pas de quoi il dépend. Selon le modèle ondulatoire, ce facteur, il dépend donc de ces deux vitesses. Cinquième et dernière propriété de l'optique géométrique, c'est celle de la décomposition chromatique. Alors le mot chromatique ici, c'est un adjectif qui signifie tout simplement en lien avec les couleurs. Donc c'est l'idée selon laquelle de la lumière blanche se décompose en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel lorsqu'elle passe par un prisme, donc par un milieu transparent qui va en fait dévier la lumière. Et donc, si on adopte le modèle ondulatoire, on doit pouvoir expliquer cette décomposition. Et en fait, les physiciens qui à l'époque ont tenté d'expliquer ce phénomène ont réussi à le faire de manière assez convaincante. L'idée qu'ils proposaient, c'est que la lumière blanche est en fait composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et ces différentes couleurs vont à la même vitesse dans le vide et dans l'air. Par contre, lorsqu'elles se propagent dans des milieux transparents, donc les milieux qui par exemple vont constituer le prisme qui permet la décomposition chromatique, dans ces milieux, les différentes couleurs vont évoluer à des vitesses qui sont légèrement différentes. Et du coup, comme elles vont à des vitesses légèrement différentes, ça veut dire qu'elles sont plus ou moins réfractées, elles sont plus ou moins déviées. Et c'est ce qui permet d'observer donc un étalement des différentes couleurs lorsque la lumière blanche passe par un prisme. Voilà, je ne rentre pas plus en détail, mais donc tu dois retenir ici que en gros la décomposition chromatique, le modèle ondulatoire permet de l'expliquer correctement. Voilà, donc ici, à ce stade-ci, on a envie de se dire, ok, donc moi je suis convaincu, on peut dire que la lumière est une onde, mais on va quand même vérifier ce qui se passe au niveau du modèle corpusculaire et on va également le mettre à l'épreuve et le confronter aux différentes propriétés de l'optique géométrique pour voir ce que ce modèle peut nous dire. Alors, je te rappelle ici, donc le modèle corpusculaire nous dit que la lumière serait composée de grains de matière, probablement des grains très très petits, mais ce serait quand même de la matière, ce ne serait pas une onde. Alors, attaquons directement avec la première propriété, c'est toujours la même chose, donc transport d'énergie. Là, il n'y a pas grand-chose à dire, tu sais bien que de la matière, lorsqu'elle se déplace, transporte de l'énergie, puisque c'est le principe même de l'énergie cinétique, et tu connais bien cette formule, l'énergie cinétique est égale à 1/2 fois mv². Donc là, il n'y a pas de souci, au niveau du modèle corpusculaire, on est bon. Deuxième phénomène, c'est à nouveau celui de la propagation rectiligne de la lumière. Et si on veut expliquer ce phénomène du point de vue du modèle corpusculaire, on va invoquer le principe d'inertie. En effet, tu sais que le principe d'inertie nous dit qu'un corps, donc de la matière qui est en mouvement, va continuer à se déplacer à la même vitesse, dans la même direction, donc en ligne droite, si elle ne subit aucune force. Et du coup, on pourrait dire, ok, donc la lumière est un corpuscule, c'est de la matière qui se déplace, et lorsqu'elle ne subit aucune force, elle se déplace en ligne droite. Et là, tu vas probablement avoir une objection, parce que tu vas me dire, oui, mais quand on est sur Terre, il y a de la lumière qui se déplace, très bien, puisqu'on est capable de voir c'est quelle la lumière. Mais par contre, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucune force qui intervient, puisqu'il y a la gravité, il y a l'attraction gravitationnelle de la Terre. Et du coup, nos particules de lumière devraient être déviées.
Alors cette difficulté, en fait, on peut la contourner puisqu'on peut montrer assez facilement que si la lumière se propage très très rapidement, eh bien la déviation va être vraiment infime et en réalité imperceptible. Et à l'époque où le débat fait rage entre le modèle corpusculaire et le modèle ondulatoire, eh bien on sait déjà que la vitesse de la lumière est extrêmement importante. De ce fait, on peut dire que si déviation il y a, eh bien, elle sera tout à fait imperceptible et grâce à cela, eh bien, la propagation en ligne droite reste quelque part valablement expliquée par le modèle corpusculaire. Ceci étant dit, cette propriété pose encore un petit problème à régler. En effet, on sait que la lumière est capable de se propager dans des milieux qui sont denses et transparents. Or, si on considère que la lumière est faite de grains de matière, on peut se poser la question suivante. Comment se fait-il que ces grains puissent traverser des matériaux solides et transparents sans être déviés ou sans même rebondir et repartir dans l'autre sens? En effet, on aurait de la matière qui traverse de la matière. Et donc ça pose problème, puisque, a priori, on ne s'attend pas à ce que de la matière puisse comme ça traverser d'autres matériaux et continuer en ligne droite. Alors pour ça, on peut faire une hypothèse. Cette hypothèse est la suivante. On va considérer que les corpuscules de lumière sont extrêmement petits, mais vraiment très très petits, et que du coup, ils arrivent à se faufiler entre les corpuscules qui composeraient par exemple le verre ou l'eau. Donc ils sont beaucoup beaucoup plus petits et arrivent du coup à passer entre guillemets entre les mailles du filet et à continuer sans rencontrer d'obstacles. Donc on a dû un petit peu discuter, mais tu vois que cette deuxième propriété est explicable selon le modèle corpusculaire. Du coup, regardons la troisième propriété, donc la réflexion. Et pour reprendre l'argumentation des défenseurs du modèle corpusculaire, on va se donner ici une surface réfléchissante. Et comme d'habitude, dans ce genre de démonstration, eh bien, je vais tracer la normale à cette surface. Et je vais également prendre ici un corpuscule, donc tu as ici un grain en rouge, un grain de lumière, et je vais dire que ce grain de lumière arrive sur la surface avec une certaine vitesse, que j'ai notée ici, VI pour vitesse initiale. Cette vitesse initiale, je peux la décomposer en deux parties, en deux composantes. J'ai donc une première composante ici qui est parallèle à la surface réfléchissante. Donc j'ai ici V parallèle initial. Et de la même manière, j'ai une composante qui est perpendiculaire par rapport à ma surface, que je note ici, donc V perpendiculaire initial. Donc voilà, on a notre grain de lumière qui est en approche de la surface, et je vais maintenant regarder ce qui va se passer juste au moment où mon grain va venir percuter cette surface. Donc il va se retrouver ici, mon grain de lumière. À ce moment-là, tu sais bien ce qui va se passer. Le grain de lumière va exercer une force sur la surface réfléchissante et du coup, cette surface réfléchissante, par le principe d'action-réaction, va exercer une force de réaction sur le grain de lumière. Alors cette force de réaction, je vais venir la dessiner ici, je vais l'appeler R. Alors ne fais pas attention à la taille du vecteur, c'est vraiment juste schématique ici, je n'ai pas utilisé d'échelle particulière. Donc ce qu'on voit, c'est que la surface réfléchissante va exercer une force de réaction sur le grain de lumière. Et il faut que tu te rappelles que lorsqu'une surface exerce une force de réaction, elle le fait toujours de manière perpendiculaire à la surface. Okay. Alors ça me permet de dire un truc très très important. Ça me permet de dire qu'au niveau de mon grain de lumière, en fait, la composante parallèle de la vitesse, elle est conservée. En effet, ici, la force R n'agit que sur le sens perpendiculaire. Et donc, V parallèle initial n'est pas modifié. Et donc, je vais venir le rajouter ici. Ça me donne déjà une information importante. En fait, je vois que la composante parallèle va rester constante. La deuxième chose que je vais faire ici, c'est que je vais considérer que l'énergie cinétique initiale est égale à l'énergie cinétique finale. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que mon grain de lumière, il possède une énergie cinétique puisque c'est de la matière. Et cette énergie cinétique, elle est conservée avant et après le choc. Donc avant de percuter la surface, il y a une certaine énergie. Après avoir percuté la surface, cette énergie est la même. Alors en physique, ceci c'est ce qu'on appelle un choc élastique. Et dans un choc élastique, en fait, la particule en mouvement conserve toute son énergie cinétique. Et si l'énergie cinétique est conservée, en fait, ça signifie que la vitesse initiale est égale à la vitesse finale. Autrement dit, la vitesse de la particule de lumière avant le choc est la même que celle après le choc. Alors du coup, ce que ceci me permet de montrer, c'est que le vecteur vitesse initiale, eh bien, il aura la même norme, la même intensité que le vecteur vitesse finale. Simplement, la direction de ce vecteur aura changé, mais la norme est identique. Et donc là, on a deux informations importantes. On sait que ce vecteur vitesse possède la même norme que le vecteur initial, et on sait également que la composante parallèle à la surface de réflexion, eh bien, est la même que celle avant le choc.
Avec ces deux conditions, si je veux tracer le vecteur vitesse finale, eh bien je n'ai pas trop le choix. Je suis obligé de respecter ma composante horizontale, je suis obligé de respecter l'intensité qui m'est donnée, donc c'est la même que VI. Du coup, je me retrouve avec un vecteur vitesse finale qui est en fait symétrique au vecteur vitesse initiale. Et puisque les deux sont symétriques, ça signifie que l'angle d'incidence est bien égal à l'angle de réflexion. Et je viens encore ici bien noter que ces deux vecteurs en bleu ici ont la même norme, la même intensité. Et donc ici, avec un argument entre guillemets mécanique, en utilisant la mécanique classique établie par Newton justement, eh bien on arrive à montrer que si on jette une particule avec un certain angle d'incidence sur une surface plane, elle va être réfléchie en respectant la loi I est égale à R. Alors petite parenthèse, en fait, ce que je viens d'expliquer ici serait par exemple tout à fait valable si tu prends une balle de tennis et que tu la lances sur le sol avec un certain angle, tu vas voir que, eh bien, on a bien une réflexion de la même manière que de la lumière se réfléchit sur un miroir. C'est exactement la même chose. Donc, la réflexion de la lumière est tout à fait explicable au travers du modèle corpusculaire. Regardons maintenant notre quatrième propriété, donc la réfraction toujours, et pour ce faire, on va se donner deux milieux différents. Donc j'ai ici en bleu clair la surface qui sépare ces deux milieux, et j'ai le milieu 1, le milieu 2, et je vais me donner à nouveau une normale à cette surface. Et encore une fois, je vais imaginer que j'ai un grain de lumière qui arrive ici en direction de cette surface avec un certain angle d'incidence, et ce grain de lumière possède donc une certaine vitesse. Et cette vitesse, tu vois que je viens la tracer sur une droite qui m'indique bien la direction du mouvement de ma particule de lumière. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, on est ici dans le cas de la réfraction. Et donc ce à quoi on s'attend, c'est à ce que la particule de lumière soit déviée lorsqu'elle passe du milieu 1 au milieu 2. Et moi, je vais mettre dans le cas où, en passant dans le milieu 2, eh bien, l'angle de réfraction va être plus petit que l'angle d'incidence. Et donc la droite ici que j'ai tracée en fait est simplement une droite de construction qui va me permettre de mettre en évidence qu'on a bien une déviation et qu'on a bien un angle de réfraction qui est plus petit que l'angle d'incidence. Ce vecteur vitesse initiale, je peux à nouveau le décomposer en deux composantes. Donc j'ai donc ma composante parallèle à la surface et ma composante perpendiculaire à la surface. Et à nouveau, je vais regarder ce qui se passe au moment où ma particule va venir toucher la surface. Alors je dis toucher la surface, mais en fait il faut bien comprendre que c'est le moment où ma particule rentre dans le deuxième milieu. Et donc ma particule se trouve ici, donc elle est vraiment juste occupée à passer l'interface entre les deux milieux. Et je vais maintenant t'expliquer l'argument proposé par les défenseurs du modèle corpusculaire. Alors ce que je vais expliquer ici en fait n'est pas exact, mais c'est l'argument qui est proposé à l'époque avec les connaissances de l'époque. Ce que ces physiciens nous disent, c'est que lorsque la particule de lumière rentre dans le deuxième milieu, donc le milieu transparent, eh bien cette particule va subir une force comme ceci. Donc c'est une espèce de force de réaction, mais qui a la particularité de ne pas s'exercer vers le milieu 1, donc on n'a pas notre particule qui va rebondir, mais en fait elle va subir une force qui va la pousser vers le milieu 2. Alors ceci c'est évidemment extrêmement inattendu et un petit peu particulier, donc physiquement on sait maintenant que c'est pas correct, mais c'est comme ça qu'il l'explique. Si tu suis bien, l'idée c'est qu'on a une espèce de force de réaction inversée, donc on a une force de réaction qui vient pousser, qui vient accélérer la particule de lumière dans le milieu 2. Et comme c'est une force de réaction, eh bien, on a l'idée qu'elle ne peut s'exercer que de manière perpendiculaire à la surface. Et ça nous permet de dire que la composante parallèle de la vitesse initiale ne va pas être modifiée. Et donc cette composante parallèle, je vais pouvoir venir la tracer. Alors là, tu vois que j'ai tracé cette composante assez bas dans le schéma. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, comme je l'ai dit, on s'est mis dans une situation où notre rayon lumineux, alors ça ne correspond pas trop au rayon lumineux puisque je parle de particules, mais on va quand même garder cette idée de rayon lumineux. Notre rayon lumineux va être dévié. Et ici, j'ai dit qu'il va être dévié de manière à ce que l'angle de réfraction soit plus petit que l'angle d'incidence. Eh bien, si je veux pouvoir respecter cela, il faut que je mette ma composante vitesse parallèle assez bas. En effet, si je veux maintenant tracer ma vitesse finale, je vais relier ma particule de lumière qui se trouve entre le milieu 1 et le milieu 2 jusqu'à ma vitesse parallèle finale, donc le vecteur jaune qui se trouve en dessous. Ça me donne ceci. Tu peux voir que j'obtiens bien une déviation telle qu'attendue puisque je peux voir que mon vecteur vitesse finale ne se trouve pas sur la droite de construction qui m'indiquait la direction de propagation de ma particule dans le milieu 1. Et tu vois bien que j'ai un angle de réfraction qui est plus petit que l'angle d'incidence.
Alors, comme on sait que la vitesse parallèle, donc la composante parallèle de la vitesse n'a pas été modifiée, eh bien, ça signifie que la composante perpendiculaire, elle, a été augmentée. Donc, on a une vitesse perpendiculaire qui est plus grande. Le résultat de tout ceci, c'est que on se rend compte que la vitesse finale est plus grande que la vitesse initiale, ou autrement dit, la vitesse dans le milieu 2 est plus grande que la vitesse dans le milieu 1. Et une autre manière de présenter les choses, c'est de dire que en fait, la particule de lumière, lorsqu'elle est passée dans le milieu 2, a été accélérée. Alors rappelle-toi ce qu'on a dit au niveau du modèle ondulatoire, en fait c'est exactement l'inverse, et je te propose de bien le formaliser, et donc je vais venir ici calculer le sinus de l'angle d'incidence. Je peux dire que le sinus de l'angle d'incidence correspond à la composante parallèle de la vitesse divisée par la vitesse dans le milieu 1. Je peux également calculer le sinus de l'angle de réfraction en disant que c'est la composante parallèle de la vitesse divisée par la vitesse dans le milieu 2. Comme dans mes deux équations, j'ai V parallèle qui apparaît, je peux les mettre ensemble et obtenir l'expression suivante. Donc j'ai le sinus de l'angle d'incidence multiplié par V1 qui est égal au sinus de l'angle de réfraction multiplié par V2. Et j'obtiens donc au final sinus I sur sinus R est égal à V2 sur V1. Voici le résultat obtenu par les défenseurs du modèle corpusculaire. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Avant cela, regardons la cinquième et dernière propriété de l'optique géométrique, donc la décomposition chromatique. Et les partisans du modèle corpusculaire expliquent ce phénomène de la manière suivante. Ils supposent que les différentes couleurs observables de la lumière correspondent en fait à des particules de masse différentes. Et du coup, comme on a des particules de masse différentes, lorsqu'elles traversent le prisme qui va venir les dévier par réfraction, eh bien, la force de réaction qui va venir s'appliquer sur ces différentes particules va plus ou moins les dévier. En effet, tu sais bien que pour une force donnée, plus on a un objet qui est lourd, qui a une masse importante, moins cet objet sera dévié. Et donc c'est la même idée ici. Lorsque la lumière passe dans le prisme, les particules de lumière les plus lourdes sont moins déviées, les particules de lumière les plus légères sont plus déviées, et donc on obtient une espèce de décomposition de la lumière. Alors à nouveau ici, cette explication semble tenir la route. La seule problématique, c'est de nouveau cette espèce de force de réaction qui vient s'appliquer lorsqu'on change de milieu. Ça, eh bien, c'est un petit peu particulier. Alors, on arrive tout doucement au bout de cette vidéo. Je te propose maintenant de synthétiser un petit peu tout ce qu'on sait. Et pour cela, on va reprendre nos 5 propriétés, donc transport d'énergie, propagation en ligne droite, réflexion, réfraction, décomposition chromatique. Et on va regarder ce qu'on a obtenu pour nos deux modèles, donc le modèle corpusculaire et le modèle ondulatoire. Et on va venir mettre tout ça dans un petit tableau. Alors, au niveau du transport de l'énergie, eh bien, les deux modèles semblent convaincants, donc on peut mettre OK pour les deux. Propagation en ligne droite, c'est OK pour les deux, avec des arguments différents bien entendu, mais ça fonctionne. Au niveau de la réflexion, c'est OK pour les deux. Arguments différents, encore une fois, c'est logique, c'est deux modèles différents, mais les explications tiennent la route. Au niveau de la réfraction, par contre, on a obtenu deux résultats un peu différents. Alors, les deux équations qu'on a obtenues sont similaires, elles ont la même forme, mais elles sont différentes puisque dans le premier cas, on a obtenu sinus I sur sinus R est égal à V1 sur V2, alors que dans le modèle corpusculaire, on a obtenu sinus I sur sinus R est égal à V2 sur V1. Donc là, il y a vraiment une opposition importante, j'y reviens dans 4 secondes. Au niveau de la décomposition chromatique, par contre, on peut noter que c'est OK pour les deux. Et donc, tout ce qu'on a fait ici nous permet de pointer une chose, c'est que les deux modèles ont un pouvoir explicatif assez convaincant dans 4 des propriétés. Par contre, on peut voir qu'au niveau de la réfraction, eh bien, on a une grosse opposition. On a en fait deux résultats qui sont complètement opposés. Ceci nous amène à une conclusion, c'est que si on veut départager les deux modèles, on va en fait devoir mesurer la vitesse de la lumière dans deux milieux différents. Donc tu vois, on a V1, V2, V1, V2 correspondent à deux vitesses de propagation dans des milieux différents. Et donc l'idée, c'est que pour départager les deux modèles, on doit en fait faire cette mesure. Et tu comprends bien que si on vient faire cette mesure, on pourra dire, voilà, dans l'air, la vitesse se propage à telle vitesse, dans l'eau, elle se propage à telle vitesse. Et là, si on obtient par exemple une vitesse de propagation de la lumière dans l'eau qui est plus petite que celle de la propagation dans l'air, on pourra se rendre compte que c'est le modèle ondulatoire qui a raison. Par contre, si on se rend compte que la vitesse de propagation de la lumière dans l'eau est plus grande que celle de la propagation dans l'air, eh bien, c'est le modèle corpusculaire qui a raison. De ce fait, tu imagines bien que les scientifiques attendent avec impatience l'expérience qui permettra de mesurer cette vitesse de la lumière dans deux milieux différents.
En effet, cette mesure permettra rien de moins que de déterminer si la lumière est une onde ou un corpuscule, en mettant ainsi fin à un débat séculaire. Le problème, c'est qu'à l'époque où le débat a lieu, donc au XVIIe, XVIIIe siècle, je te le rappelle, eh bien, la mesure de la vitesse de la lumière est vraiment compliquée à réaliser. Alors, on a déjà réalisé des mesures de la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l'air, et en fait, ces deux valeurs sont extrêmement proches, donc on ne peut pas considérer que c'est deux milieux différents. Mais par contre, mesurer la vitesse de la lumière dans un autre milieu comme de l'eau, eh bien, c'est techniquement extrêmement problématique. Et en réalité, c'est tellement problématique qu'il faudra attendre la moitié du 19e siècle pour obtenir une mesure satisfaisante. Mais ça, c'est une histoire pour une autre capsule. Avec ceci, je suis arrivé au bout de ce que je voulais te raconter dans cette capsule. J'espère que par ce petit détour de l'histoire de la physique, tu as pu voir un petit peu comment fonctionne la science, comment est-ce que les connaissances s'établissent. Donc on a des phénomènes qu'on peut observer, les scientifiques établissent des modèles qui tentent d'expliquer ces phénomènes, mais c'est pas tout d'avoir un modèle, il faut encore les confronter à la réalité, les confronter aux mesures et voir si ces mesures permettent de confirmer ou d'infirmer les modèles. Alors si le modèle est confirmé, c'est très bien, ça veut dire qu'on peut continuer à l'utiliser. Par contre, si le modèle est infirmé et remis en question par une mesure, ça signifie qu'il faut l'adapter ou bien en changer complètement. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la prochaine.